j'espère qu'on terminera à l'heure aussi. On sera avec Monsieur Fischer, les maîtres des horloges aussi. Il y a encore deuxième référence, je vais m'arrêter là. Donc je vais commencer par donner la parole à Magali Gardner, avec qui j'ai la chance de travailler plus qu'au quotidien, qui est la directrice de l'hôpital Nord et qui nous fait l'amitié de dire quelques mots. Magali. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Juste quelques mots effectivement en ouverture de cette EPU pour vous remercier d'être aussi nombreux ce soir à avoir répondu à l'initiative des services d'anesthésie, réanimation et de chirurgie de l'hôpital Nord. Les différents acteurs de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille portent en ce moment même et travaillent ardument, et c'est peu de le dire effectivement, sur la finalisation du projet Copermo, donc projet de modernisation des 4 sites de notre institution. Ce projet, c'est la traduction du projet médical qui est axé autour, pour les 4 sites de l'assistance publique, de la thématisation graduée de nos sites et d'une optimisation des parcours patients pour aller vers des prises en charge et des parcours patients beaucoup plus innovants. Dans le cadre de ce dossier, le collectif Nord porte un projet d'UCA, sachant que nous avons déjà une UCA regroupée, d'une UCA rattachée directement à une RAC en proximité immédiate des plateaux blocs opératoires afin d'éviter toute rupture de charge. Les différents intervenants que je serai ravie d'écouter ce soir nous feront part de leurs précieuses expériences et cela sera riche d'enseignements pour nous, pour la suite sur l'hôpital Nord et pour la science publique. En tant que directeur de l'hôpital Nord, je ne peux que sincèrement me féliciter d'avoir la chance de travailler, je le dis sincèrement, aux côtés d'équipes médicales et paramédicales. Elles sont nombreuses dans cet amphithéâtre ce soir, qui portent avec autant de force et de conviction un projet qui, pour moi, est un projet symbolique. Pourquoi ? Parce qu'il est centré sur le patient, qui est considéré comme, pour lequel, en tout cas, est considéré comme primordial non seulement le résultat en tant que tel de l'intervention médicale, mais aussi le bien-être du patient et sa propre satisfaction, qui devient en tant que tel l'objectif à part entière. Par ailleurs, ce projet suppose un travail d'équipe, une coordination entre différents intervenants, qui pousse à la responsabilité de chaque acteur, à la gestion des risques, l'anticipation pendant le séjour, mais également tout ce qui est prise en charge au retour à domicile du patient. Un tel projet vient donc interroger les organisations que nous avons tous l'habitude au sein de la science publique, au sein de vos structures, mesdames et messieurs, l'habitude de connaître. Organisation établie aujourd'hui, à la fois des services, des différentes étapes administratives dans la prise en charge du patient, des différents circuits au sein de l'hôpital, des modalités d'hébergement dans les hôpitaux tels qu'ils sont aujourd'hui ou dans les structures, et la façon dont est conçue la sortie du patient. Cette capacité pour moi et le succès de cette soirée, autant de personnes réunies dans cet amphithéâtre, encore une fois, ça veut dire que voilà, qu'on est tous là ce soir pour remettre en cause un certain modèle de l'hôpital. Et donc je ne serai pas plus longue, je cède la parole et je le remercie encore une fois de porter de tels projets. Je remercie le professeur Berda et je lui laisse la parole en tant que président de la CMEL de l'hôpital Nord au sein de la science publique des hôpitaux de Marseille. Merci Madame la directrice. L'hôpital Nord a toujours été à la pointe. Déjà, il y a la pointe de Marseille, à la pointe nord de Marseille, sous tous les vents, pris à l'emprise de pas mal de vents. Il était à la pointe quand il a été inauguré. Vous pouvez le voir sur les affiches dans le hall où on dit qu'à l'époque, c'était le plus vaste de France. Alors, c'est peut-être plus le cas, mais enfin, en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il reste à la pointe dans un grand nombre de domaines, dans la capacité qu'il a à remplir l'ensemble de ses missions, que ce soit des missions de proximité, ses missions d'excellence, ses missions de recours. Il est à la pointe aussi dans une certaine convivialité, dans une certaine capacité à avoir une synergie professionnelle amicale. Et ça, c'est extrêmement important. Mais cette disons, dynamique dans laquelle on est a été un facteur de réussite dans de nombreux domaines du site Nord. Les domaines, lorsqu'on a construit le pavillon étoile, et Magali Gardner s'en souvient, d'avoir été vertueux, ça nous a permis d'avoir des projets qui avancent. Magali Gardner a évoqué aussi le projet d'établissement, dans lequel, là encore, nous sommes en avance à la pointe, puisque nous avons déjà anticipé un certain nombre de restructurations. J'espère que ceci sera à notre crédit, et notamment, l'un des éléments phares de cette restructuration, c'est la capacité à développer ce que nous avons déjà mis en place il y a un certain nombre d'années avec l'ambulatoire, et bien justement un concept très innovant, dont peut-être Marc dira un mot, qui combinerait ambulatoire et réhabilitation améliorée après chirurgie. Donc je ne serai pas beaucoup plus long, mais je crois que ce qui nous a réussi, en tout cas, c'est justement cette dynamique, cette volonté de travailler de manière tout à fait honnête et amicale entre nous. Si je parle de réussite, moi je voudrais juste féliciter
bien sûr les organisateurs de cette EPU, mais particulièrement Marc, puisque moi j'ai vu pas mal de choses s'organiser. On sait bien que lorsqu'on fait une première manifestation, ça a beaucoup de succès, mais de voir qu'aujourd'hui la deuxième en a au moins autant, voire plus que la première, eh bien ça c'est tout au crédit de Marc. Et donc Marc, je t'en remercie vraiment du fond du cœur, et je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà, bravo Marc. Et je lui cède volontiers la parole pour un petit mot d'introduction, puis ensuite on fera nos rôles de modérateurs extrêmement sévères, puisque vous savez que le timing est serré si on veut profiter du buffet avant minuit. Bon, merci Stéphane. Merci à tous d'être venus. Vous êtes environ 400 à avoir répondu à l'invitation, et je trouve ça extraordinaire. Alors, vous venez de 23 villes, et à côté de vous, il y a à peu près une chance sur deux que ce soit un médecin, une chance sur deux que ce soit un soignant. Alors, médecin, soignant. Et puis, il y a 10% de chance soit un industriel, soit un directeur d'hôpital. Voilà. Donc, c'est la population de cet amphithéâtre qui est riche, variée, et qui représente vraiment la RAC, hein, c'est-à-dire la réunion de toutes les compétences pour le bien du patient qui doit être au centre et aussi à côté de nous tout le long de la démarche. Alors, je vais faire un exercice un peu contraint, hein, c'est les remerciements. Je dois remercier d'abord Monsieur le doyen pour cet amphithéâtre qui nous a généreusement cédé pour cette soirée. Je remercie Magali Gardère qui est mon directeur de site. Je remercie Arnaud Ernest qui est le directeur général adjoint de la PHM. Je remercie Florence Ettori de l'ARS qui nous a absolument soutenus dans la démarche et qui a diffusé l'information. Et beaucoup d'entre vous sont venus grâce à cette information. Et puis je remercie les partenaires industriels qui ont absolument répondu avec beaucoup d'enthousiasme à notre invitation et sans qui ce ne serait pas possible. Donc vraiment un grand merci et je vous invite tous à aller les rencontrer sur les stands après, lors de la collation. Et puis après, je voudrais dire le plaisir que j'ai tous les jours de travailler à l'hôpital Nord avec des équipes médico-chirurgicales qui sont totalement dévouées. On ne peut pas être partout, des fois c'est difficile, mais vraiment je tenais ce moment pour dire mes plus grands remerciements à mon équipe d'abord, en premier, qui est formidable, aux chirurgiens avec qui on travaille, et vraiment c'est un partenariat qui est parfait, et puis à toute l'équipe administrative qui nous aide tous les jours pour travailler dans les meilleures conditions. Voilà, donc l'objectif de toute cette soirée, ce sera juste très très simple, hein, c'est améliorer la santé des patients, améliorer la santé de la population, rien d'autre. C'est pas gagner de l'argent, c'est pas gagner du turnover, c'est améliorer la santé des patients et c'est ça qui nous tient à cœur. Voilà, on a fait venir des orateurs qui sont là devant, ils sont incontestables, hein, ils sont géants tellement, c'est eux qui ont porté la RAC en France. Alors il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui sont probablement même dans cet amphithéâtre. On pense à tout le monde. On pense que localement il y a beaucoup d'expertise. C'est pour ça qu'on va vous proposer au mois de mai des tables rondes, des rencontres régionales à Nord pour que les professionnels qui ont mis en place des expériences puissent faire des retours d'expérience et puissent faire bénéficier à toute la communauté de ces retours d'expérience. Et puis l'année prochaine, on essaiera de vous montrer que de l'ambulatoire à la RAC, en fait, c'est le même process. Et donc l'année prochaine, en novembre, on vous réinvite d'emblée pour vous montrer qu'on peut faire de la RAC et de l'ambulatoire dans le même module et que c'est comme ça que ça doit passer dans les prochaines années. Voilà. Donc je remercie tout le monde. J'ai juste un dernier point, deux merci pour Nicolas Dufeu qui a été le maître d'œuvre de cette soirée et Gisèle Chaston qui est ici, hein, dont vous connaissez tous l'adresse, voilà, et qui vraiment sans eux deux la soirée serait pas faite. Moi je suis pour rien là-dedans, hein, vraiment. C'est eux qui ont tout fait et j'aimerais bien que vous les applaudissiez, mais vraiment très très fortement. Ben voilà, Marc, bien, Stéphane, à vous. Donc on va commencer. Donc j'ai beaucoup de plaisir à faire débuter cette séance par Laurent Delaunay, qui a été parisien et qui ne l'est plus, mais il le reste de cœur, et qui est un des grands promoteurs de RAC, mais aussi d'ambulatoire en orthopédie. Et c'est bien le pont entre les deux qui est sûrement quelque chose de tout à fait intéressant. Bonjour à tous et merci en tout cas de l'invitation. C'est la deuxième fois. C'est très sympa de revenir dans ce contexte-là et de voir encore plus de monde. Donc je pense que c'est un très bon topo, entre guillemets, hein, pas forcément ce que je vais faire, mais en tout cas l'intitulé du topo, puisque ça va permettre de bien poser les choses et bien poser les questions. Alors, RAC et ambulatoire. Un petit peu d'historique, je vous rassure, très rapide.
L'ambulatoire, ça s'est développé aux États-Unis pour deux raisons. D'abord des raisons économiques, mais également des problèmes de nombre de lits. Donc ça s'est très fortement développé, avec très rapidement des incitations financières, notamment auprès des praticiens, pour que effectivement ils puissent démarrer et accélérer. Et ce qui explique que dès les années 70-80, c'est monté en flèche très rapidement. En France, je ne vais pas vous refaire le tableau, mais c'est vrai qu'on a longtemps été les mauvais élèves. Mais il faut dire qu'on ne nous a pas aidés. Dans les années 70-80, c'était carrément non recommandé de faire des patients en ambulatoire. Il a fallu attendre 94 pour avoir les premières recommandations, en sachant que c'était présenté comme des alternatives à l'hospitalisation. Et puis, on n'avait aucune incitation. Il a fallu attendre 2014. On a vu enfin tomber une partie simplement des bornes basses pour enfin commencer à considérer qu'il fallait voir les choses autrement. Et on était en plus, pendant toute cette période, dans une logique de réduction de l'offre. Donc l'ambulatoire maintenant, c'est un objectif heureusement et clairement identifié. C'est un concept organisationnel, ça c'est important, centré autour du patient, qui va utiliser différents outils, et notamment le lean management. Et puis il y a ce chiffre de 12 heures qui est le chiffre, voilà, moins de 12 heures, c'est de l'ambulatoire, plus de 12 heures, vous n'êtes plus en ambulatoire. Alors pourquoi? Moi je fais un patient que je vais opérer à 19h, il va sortir à 8h le lendemain matin, il sera resté moins de 12 heures, mais ce n'est pas l'ambulatoire. J'ai un patient qui va être rentré à 7h, qui va sortir à 19h une prothèse de hanche ou de genou. Là, c'est de l'ambulatoire, mais il sera resté plus de 12 heures. Donc je pense que c'est vraiment un chiffre dont il va falloir qu'on sorte. Alors l'ARAC, ça s'est développé de façon très différente. Ça s'est développé cette fois dans le nord de l'Europe avec une optique d'amélioration de la qualité des soins. On doit à cet homme, que vous connaissez sûrement tous et en tout cas entendu parler, Henrik Kellett, avec l'idée... on va retrouver un peu les mêmes mots, concept multimodal, centré sur le patient. Donc très rapidement, on a eu des recommandations également, comme pour l'ambulatoire, de la part de l'ASFAR ou de l'HAS. Une approche périopératoire, pré, per et post, mais ça on le reverra au cours de cette soirée, avec un concept à la fois organisationnel et médical, reposant sur l'ensemble des intervenants, comme l'ambulatoire, et développé, ça a d'abord été développé en chirurgie digestive dans les milieux des années 90, mais très rapidement, ça a été proposé également pour la chirurgie orthopédique. Alors, pourquoi cette dichotomie ambulatoire-RAC? Parce que finalement, si on réfléchit, il n'y a aucune logique à opposer ces deux concepts. Dans les deux cas, on place le patient au centre de la procédure. Et dans les deux cas, on va combiner une approche organisationnelle et une approche médicale d'amélioration des pratiques. Alors évidemment, l'importance de l'une et de l'autre, ça va dépendre du type d'intervention. C'est évident pour une cataracte que le chirurgien mette 20 minutes ou 10 minutes, ça n'a pas énormément d'importance. La composante organisationnelle va être prédominante. Pour une colectomie, là, ça va être les deux. Il faut qu'il arrive au bon moment, il faut qu'il parte au bon moment, et puis il y aura toute une réflexion sur la prise en charge de la douleur, sur le type de chirurgie qui va être utilisé, qui va être important. Et donc, finalement, on aboutit à ce qu'on appelle un raisonnement en chemin clinique, et on va définir pour chaque intervention des chemins cliniques. Alors, c'est quoi un chemin clinique? Un chemin clinique, c'est ça. Là, je vous ai mis une arthroscopie. Alors, il y a le préopératoire, le péropératoire et le post-opératoire. Qu'est-ce qu'on fait? On se met tous autour de la table et on va voir comment on va améliorer le circuit, d'une part, pour que le patient reste le moins longtemps possible, et puis également avoir une réflexion sur l'anesthésie. Quel produit on va utiliser pour l'arracher anesthésie? Quel type d'analgésie va proposer le chirurgien, ce qui fait ou non une infiltration? Et puis en post-opératoire, faire en sorte que le patient se lève le plus rapidement possible, puisse avoir une analgésie la plus efficace et rentre chez lui dans les meilleures conditions. Et tout ça pour une durée, excusez-moi, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, de 3 à 4 heures, ça peut être 5, ça peut être 4, peu importe. Mais on a un chemin clinique avec, vous voyez, les différentes composantes. Là, je vous en ai mis un autre. Là, c'est une prothèse de genou, une arthroplastie de genou. Pareil, en préopératoire, donc importance, on va le revoir, de l'éducation thérapeutique, des ordonnances. En péropératoire, importance de la prise en charge médicale, du type de chirurgie. En post-opératoire, importance de lever le patient rapidement, tout ça a été validé, de le déperfuser, de faire en sorte qu'il puisse sortir le plus rapidement possible. Et avec ça, on va avoir un chemin clinique qui peut être de 10-11 heures en ambulatoire, mais pas forcément. Je vous rappelle que la moyenne actuellement, encore en 2016, c'était 8 jours la DMS moyenne d'une prothèse de hanche ou une prothèse de genou. 8 jours au niveau national. 24-48 heures, c'est déjà bien, voire même moins de 72 heures. Mais quand on arrivera à ça, une DMS moyenne de ça, vous aurez bien compris qu'on aurait fait un pas énorme en avant.
Alors, intérêt pour qui? D'abord, intérêt pour le patient. Là, je vous ai mis cette méta-analyse, il y en a pas mal d'autres, qui ont montré l'intérêt de la RAC en chirurgie digestive, avec une diminution de la morbidité non chirurgicale, une diminution des durées d'hospitalisation. Alors, ça ne change pas sur la morbidité chirurgicale en tant que telle, puisque évidemment, elle dépend un petit peu de la qualité intrinsèque de l'intervention, et puis sans majoration, sans augmentation des réhospitalisations. Et puis, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Bien sûr que c'est valable pour tout le monde. Il y a cette excellente étude, malheureusement, qui n'est pas encore sortie sous forme d'article, mais que vous voyez, qui a regardé chez des patients de plus de 75 ans quel était le bénéfice de la RAC. Donc, vous voyez, vous avez la moyenne d'âge qui est entre 75 et 80. Et vous voyez que on a divisé par 2 la morbidité. Alors, évidemment, la mortalité, on ne pouvait pas, puisqu'il y avait qu'une et 2 dans l'autre groupe, donc c'était difficile de pouvoir en conclure. Mais on a divisé par 2 la morbidité. Donc oui, tous les patients, et encore d'autant plus s'ils sont fragiles et âgés, vont bénéficier de la RAC. Intérêt pour les établissements. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup de données chiffrées, et ça manque un peu. Ça, c'est une simulation qui a été faite par le docteur Faujour et Karim Slim, en regardant, vous voyez, si on passe sur les 580 colectomies, si on a fait 350 en mode RAC, ainsi de suite, pancréas, etc., et on arrive à des économies qui sont sur le nombre de lits, sur voilà, les suites opératoires et les durées d'hospitalisation, rapidement avec des chiffres intéressants. Mais pour ça, et ça c'est important que les cliniques l'aient bien compris, les établissements, quels qu'ils soient, aient bien compris, il va falloir investir. Si on veut avoir un retour sur investissement, il faut commencer par investir. Il faut commencer à prendre du personnel, des infirmières, etc., pour faire de l'éducation thérapeutique, pour réfléchir, réunir les gens, pour réfléchir sur les modalités et l'organisation. Intérêt pour l'équipe, et ça c'est vraiment un élément important, et tous ceux qui ont fait la RAC l'ont bien constaté, il y a un intérêt pour l'équipe, on développe un esprit d'équipe, on remet tout le monde autour de la table, et le patient notamment, et ça c'est vraiment important, on va en reparler un peu après, et surtout, quelque chose qui est extrêmement important, et je pense que Karim va nous en reparler, de passer d'une équipe d'experts à une équipe d'expertes, et ça c'est important. Moi je prends toujours la comparaison avec l'équipe de foot de 98. Vous savez, Aimé Jacquet, on l'avait beaucoup critiqué parce qu'il n'avait pas pris tous les meilleurs joueurs. Il avait pris des très bons joueurs. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était créer une équipe qui soit efficiente, capable, avec des gens qui sont capables de s'entendre. Il a pris certains joueurs qu'il a mis de côté. Je pense notamment à Cantona à cette époque-là, qui a été sulfurieux. Mais voilà, donc c'est ça, c'est passer. On est des experts, mais créer une équipe experte, c'est une vraie dynamique. Et là, il faut remettre tout le monde autour de la table. Intérêt pour la collectivité. Et là, c'est important. Je vous ai mis 2 simulations qui ont été faites par Gilles Bontemps. En haut, c'est les colectomies. On a 70 000 colectomies. Il faut 3 500 lits pour pouvoir les prendre en charge. Si on passe, selon les données de Kellett, voilà, on passe à 500 lits globalement pour faire exactement la même chose. Vous avez les résultats en dessous, le même raisonnement pour les arthroplastiques de genoux. Vous vous rendez compte que quand les instances voient ça, on ne sera jamais évidemment à ces chiffres-là. Il ne s'agit pas que tous les patients soient en ambulatoire, restent 2 jours. Mais vous savez que même si on ne fait que la moitié, vous voyez ce que ça représente en termes d'économie de santé. Et ça vient d'être chiffré depuis très peu de temps. Ça, c'est une étude qui a été faite par un économiste de la santé un peu iconoclaste qui s'appelle Frédéric Bizarre. Ça, son nom ne s'invente pas. Et il a regardé à partir d'un groupe témoin qu'on appelle le groupe EGB. Alors c'est un groupe, en fait, un groupe témoin qui reprend des patients de toutes les différentes caisses d'assurance maladie. Et il a fait au niveau de ce groupe et l'extrapolation au niveau national. Et là aussi, on arrive à des chiffres qui sont rapidement très impressionnants. Et là aussi, quand ça commence à savoir, il est évident que les tutelles vont fortement pousser là-dessus, bien au-delà de l'ambulatoire. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Je vous ai mis un diagramme radar. Il n'y a pas beaucoup de situations, et à mon avis c'est la seule, en tout cas dans mon métier, c'est la première fois que je rencontre ça, où on a une situation qui permet d'améliorer la qualité des soins, améliorer la relation avec le patient, entre l'équipe, et réduire les coûts. Et en plus, bénéfice accessoire, la notoriété. Donc ça, c'est vraiment unique, et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. J'ai quasiment fini, il me reste 2 diapos. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est bon, je suis dans les temps. Alors, il va falloir faire évoluer nos établissements aussi. Ouais, je vous ai montré avant, vous voyez, l'établissement classique. Alors, il y a l'unité de soins continus, il y a l'ambulatoire au premier étage, il y a la chirurgie 1, la chirurgie 2. En fait, maintenant, il va falloir avoir une réflexion, il va falloir...
En tout cas, pour ce qui concerne la chirurgie, il y a un gros camion avec un gros moteur, c'est le bloc opératoire avec des patients qui vont rester un temps optimisé, le moins longtemps possible, adapté à ce qu'ils ont besoin. Gros secteur d'ambulatoire, peu de lits d'hospitalisation. Et bien sûr, il faudra toujours des unités de soins continus parce qu'on aura toujours à prendre en charge des patients de plus en plus fragiles. Mais même là, il y a une équipe qui a présenté ses résultats au dernier symposium Grasse en greffe hépatique. Avec une approche de type RAC, ils ont divisé par 2 le temps de présence en soins continus. Donc, ambulatoire et RAC, dans les 2 cas, ça sera ma conclusion, le patient est au centre de la procédure. Dans les 2 cas, il doit rester le temps strictement utile et nécessaire. Dans les 2 cas, on combine une approche organisationnelle et une approche médicale. L'approche organisationnelle, on peut la mettre en place grâce à l'ambulatoire. La réflexion médicale, c'est vraiment l'apport de la RAC. Et puis, on va définir des chemins cliniques, mais les chemins cliniques, ils ne vont pas être les mêmes partout. Dans mon établissement à Annecy, dans une clinique, ça ne va pas être la même chose forcément que dans un CHU. Et c'est là qu'il y a une adaptation, établissement par établissement, pour trouver pour chaque type d'intervention quelle est la meilleure prise en charge, avec des chemins cliniques qui vont aller de 2 heures pour une cataracte à éventuellement 72 heures pour une colectomie ou une prothèse de hanche ou de genou. Donc on était là, avec ambulatoire et RAC, et je pense qu'il faut avancer, il faut oublier ces 2 concepts, et on va aller vers ce que j'appelle moi l'hospitalisation 2.0, c'est-à-dire qu'on oublie et on va pour chaque type d'intervention trouver la meilleure prise en charge, patient par patient, établissement par établissement. Voilà, donc j'ai terminé, juste une petite... Voilà, une présentation, donc le prochain symposium Grasse qu'on va faire à Bruxelles, et puis chez nous à Annecy, la 2e édition de chirurgie orthopédique en ambulatoire avec des vidéotransmissions. Voilà, donc s'il y a des questions, j'espère que je suis dans les temps. Merci. Alors, on a le temps pour 2 ou 3 questions entre chaque présentation. Je poserai la première. Pourquoi tu dis qu'entre le CHU et le privé, il peut y avoir une différence? Non. C'était pas le sens de ma remarque. Parce que c'est surtout que c'est d'un établissement à l'autre que je voulais dire. Et même entre 2 établissements privés, moi j'ai 150 lits. Entre un gros établissement de 250 ou 300 lits, ça va être une approche différente. On n'a pas les mêmes structures géographiques. C'était pas du tout public-privé, loin s'en faut, bien au contraire. Non, parce qu'il y a un aspect de, comme tu le dis bien dans ton topo, il y a un aspect d'aller vers, entre guillemets, l'excellence. Et ça, c'est celui qui ira le plus vite, qui amènera les autres vers lui aussi. Hein. Non, on est bien d'accord. Non, tout à fait. C'était vraiment parce qu'on a des contraintes géographiques. On n'a pas tout à fait les mêmes patients. On n'a pas tout à fait les mêmes chirurgiens. Hein. On peut avoir il y en a des bons, il y en a des un peu moins bons. Ça n'empêche pas qu'il va falloir. On va pas faire des prothèses pour tout le monde en ambulatoire. C'était ça le sens de ma remarque. Bien sûr. 1 ou 2 questions. Sinon, je continue. Un point sur bornes basses. Elles ont disparu quand il n'y a pas de comorbidité. Mais elles existent encore. Oui, c'est ce que j'ai dit. Elles ont partiellement disparu. Oui. Et là, il y a un truc qui est fou. C'est d'un côté, l'État dit réduisez, et d'un autre côté, il pousse à ne pas réduire pour une partie de la population. Je ne comprends pas la philosophie du truc. Mais je crois surtout qu'on paye une inertie colossale. C'est-à-dire que quand on discute avec eux, parce que j'étais à la caisse il y a une semaine, on a rappelé ça. Oui, mais il faut passer, il faut tout un circuit pour arriver à faire. Donc je crois que c'est plus une inertie administrative que réellement une volonté de bloquer le système. Oui, je pense qu'ils ont compris. Cette inertie, elle perd. Oui, mais cette inertie, elle fait perdre du temps, cette inertie. Ah, tout à fait. Oui, pardon. Plus près. Allez-y, oui. Et est-ce qu'il y a des études qui sont faites, surtout sur les pays qui utilisent ces principes-là depuis longtemps, sur les taux de complications qu'il peut y avoir éventuellement? Oui, c'est les 2 études que je vous ai montrées. On diminue. Alors, ça a été très bien montré en chirurgie digestive. On a vraiment plusieurs papiers, dont une méta-analyse qui montre qu'effectivement, on réduit la morbidité, les complications post-opératoires. Ça, il n'y a pas de problème. Pour l'orthopédie, c'est moins évident. Il n'y a qu'une seule étude, et c'est une étude avant-après, qui a suivi une cohorte sur 6 ans, qui montre qu'il y a plutôt une diminution des complications et une meilleure survie. Mais c'est une seule étude, c'est difficile. En tout cas, ce qui est très vraisemblable, c'est qu'en tout cas, on n'augmente pas la fréquence des complications. Au mieux, et probablement qu'on les diminue, sûrement en digestif et probablement en orthopédie aussi. Merci. Ok. Écoutez, on va passer à la communication suivante. Donc, Karim Slim. Oui, bien sûr. Bien, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir Karem
non pas parce qu'on fait la même spécialité ou parce qu'on est né dans le même pays, mais parce que je le connais depuis longtemps et qui met son opiniâtreté, ses connaissances encyclopédiques et surtout sa capacité de synthèse au profit de l'avancement de notre spécialité au départ. Et puis aujourd'hui, il a pris son bâton de pèlerin pour, en tant que président de Grasse, aider à la mise en place d'un certain nombre de sites dont on fait partie. Donc Karim, merci de nous donner ton expérience. Merci Stéphane, merci pour l'invitation. Je vais essayer de faire aussi bien que Laurent, aussi vite. Vous voyez dans le titre qu'il y a MAR, médecin anesthésiste réanimateur, IDE et chirurgien. Et vous verrez que c'est très important ça. Et qu'on ne peut pas imaginer l'implémentation sans ces trois spécialités. Alors si vous êtes là, c'est que vous avez compris qu'il ne faut plus qu'on voit ça. Le malade doit passer de la position horizontale passive, objet, à la position verticale, active, et il fait partie de l'équipe. Non seulement le malade est le centre de notre intérêt, mais il fait partie de l'équipe et il est actif dans ses soins, et c'est un élément très important. Donc peut-être qu'on le verra au cours de cette soirée, mais le malade doit être briefé en préopératoire, il doit être accompagné pendant l'hospitalisation, et à sa sortie, toutes les recommandations européennes et internationales le disent, le malade doit être acteur de son suivi. Et ça nous aidera à gérer les risques après la sortie. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une question sur les complications après la sortie. On n'a pas plus de complications après la sortie si c'est géré, si le malade est suivi, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Ce qui vaut une préparation. C'est-à-dire que le malade, dès qu'on le voit à la consultation, dès qu'on pose l'indication d'une intervention X, il faut déjà penser à sa sortie. Parce que le malade va sortir plus tôt. Il va sortir plus rapidement que ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Donc, préparer la sortie avant l'entrée, c'est très important pour ne pas se retrouver avec un malade à l'hôpital qui pourrait sortir mais qui ne sort pas. Donc, cette préparation, elle est faite généralement, comme j'y reviendrai, par une infirmière dédiée ou bien par l'équipe médicale de soins. Et donc, une fois que le malade est sorti, il faut continuer à le surveiller de quelle manière ? Une infirmière ou un infirmier à domicile, le privé. Ou bien, je pense que vous le connaissez, c'est le système Prado. C'est le programme de retour à domicile. C'est un système qui a été mis en place par la Sécurité sociale qui est très intéressant et qui a été mis en place d'abord en orthopédie pour les césariennes. Maintenant, il est valable pour toute la chirurgie digestive, la chirurgie orthopédique aussi, et même les autres chirurgies thoraciques, etc. Et donc, on fait appel à ce programme-là en remplissant un formulaire. Le médecin de la Sécu vient voir le malade une fois qu'il est hospitalisé et discute avec lui sur sa sortie et sur le point de chute et sur la gestion de sa sortie. Ça nous aide énormément pour ne pas nous retrouver avec un malade qui pourrait sortir et qui ne sort pas. On peut le surveiller autrement. On peut le surveiller par des SMS. Ça a été validé en chirurgie digestive et en chirurgie ambulatoire aussi. C'est un système avec des alertes. Et quand on reçoit une alerte, on rappelle le malade pour voir pourquoi il a dit qu'il avait 38 de température, etc. Donc ça, c'est un système qui a été validé. L'autre système, c'est la e-santé. On a énormément de start-up. Ça doit être validé. Enfin, les gros vont manger les petits, etc. Maintenant, c'est le flou le plus total. Mais il y a un système qu'on peut mettre en place pour surveiller les malades avec des applis santé. Donc cela doit être mis en place dès qu'on voit le malade en consultation. Il faut savoir comment on va gérer les risques après sa sortie. Et c'est très important pour qu'on ne se retrouve pas avec un malade qui va se compliquer chez lui et avec des suites catastrophiques. Alors maintenant, l'équipe. L'équipe, je vous laisse deviner qui est qui, là. Donc, il y a le chirurgien et l'anesthésiste. Donc, l'équipe, c'est très important. Si on n'a pas cet esprit d'équipe-là, on n'y arrivera pas. Et au-dessus de cette équipe, pour gérer cet esprit d'équipe, il y a ça. Avant, je parlais d'un binôme leader. Maintenant, je parle d'un trinôme leader. Sans les infirmières, ça ne marchera pas. Et donc, il nous faut une équipe avec un infirmier, un anesthésiste et un chirurgien qui amène tout le monde à adhérer au programme, qui amène tout le monde à avancer dans l'implémentation de ce programme. Et cet aspect de trinôme est très important. Alors, dans ce trinôme, généralement, on parle d'infirmières dédiées, d'infirmières référentes, d'infirmières RAC, etc. Est-ce qu'elle est intéressante, cette infirmière ? Ou cet infirmier, maintenant, il faut parler des deux. Elle est intéressante. Si vous en avez, profitez-en.
Il y en a qui ne peuvent pas avoir d'infirmière référente. Eh bien, cette infirmière référente, elle est utile en début d'expérience pour aider ses collègues paramédicaux à comprendre le concept de la RAC, etc., et à mettre en place, parce que certaines infirmières peuvent avoir peur de lever le malade le jour de l'intervention, etc., etc., ou bien sans perfusion et tout. Donc, l'infirmière référente sert de point d'ancrage du protocole. Elle peut être utile pour l'audit. Je vous en parlerai tout à l'heure. L'audit est très important au début, parce qu'il ne s'agit pas de dire « je fais », il faut vérifier qu'on fait réellement. Et beaucoup de gens disent « moi, j'ai opéré 50 malades ». Généralement, quand un chirurgien vous dit « j'ai opéré 50 malades », divisé par 2, il a opéré 25. D'accord. Donc, il faut toujours vérifier ce qu'on fait. Et c'est l'importance de l'audit, et l'infirmière RAC peut gérer cet audit-là. Alors, s'il n'y en a pas, on fait quoi? Il faut que toute l'équipe s'approprie le protocole. Parce que cette infirmière unique, elle a droit à prendre des congés, elle a droit à tomber malade, et donc si elle n'est pas là, on fait quoi? Pendant au moins 6 semaines par an, elle ne sera pas là, cette infirmière. Donc il faut trouver un moyen de gérer cette absence-là. Au début, elle est très importante, mais probablement qu'au fil de 3-4 ans, elle sera moins importante parce que ça sera approprié par toute l'équipe de soins et donc on n'aura plus besoin de cette infirmière RAC. Donc l'idée entre le chirurgien, l'anesthésiste, l'infirmière, l'aide-soignante, la direction, le kiné, la nutritionniste, etc., c'est que tout le monde se mette autour d'une table. Et dès qu'on se met autour d'une table, une majorité des problèmes est résolue. Dès qu'on se regarde et qu'on se respecte, on n'a plus ce problème de chamaillerie quotidienne. Donc, l'avantage de ce protocole, mieux que le robot, j'enfonce le clou, c'est de mettre les gens autour d'une table et qu'on travaille en équipe. Et vous verrez, on vous l'a dit, que non seulement c'est bien pour nous, c'est bien pour les malades, et c'est bien pour la société parce que ça rapporte de l'argent. Donc c'est très important. Et là, Laurent, tu es un salaud, tu m'as piqué la diapositive. Donc on passe d'une équipe d'experts à une... Chacun est expert en quelque chose. Chacun a son quart d'heure de gloire, comme on dit. Chacun est expert, et donc l'avantage, c'est de remplacer ces différents experts qui peuvent ne pas s'entendre en une équipe experte. Et c'est comme ça qu'on arrive à réussir ce protocole. Alors pour le mettre en place, c'est une innovation, on a toujours des freins. Les freins, ils font partie de la nature humaine. Donc il y a toujours des résistances, et l'important, c'est de pouvoir lever ces freins aussi rapidement que possible. Et donc ces freins, ils sont de 3 types. Ils sont en rapport avec le malade, avec l'équipe, les soignants, et avec l'organisation des soins, en quelque sorte, avec les ressources. Au niveau du malade, c'est la résistance au changement. Ça existe chez les malades. Mon voisin, vous l'avez laissé à jeun pendant 3 jours, le temps que le transit se rétablisse, vous voulez me faire manger, c'est quoi? Il a eu il a eu un drap pour aspirer les humeurs, les mauvaises humeurs. Et vous me dites, et si les humeurs restent dans mon ventre ou bien dans mon articulation, le malade peut être résistant à ce changement. Il peut avoir peur de rentrer tôt chez lui. Donc ça, c'est l'importance de l'infirmière RAC éventuellement, de l'anesthésiste et du chirurgien au moment de la consultation. Mais il faut répéter ça aussi la veille de l'intervention si le malade prend la veille. Donc il faut lever ces freins-là. Une étude suisse a montré que le malade n'est pas le principal frein. Le principal frein, c'est qui? Le chirurgien. Je suis chirurgien. Alors l'équipe maintenant. L'équipe, c'est aussi la résistance au changement. J'ai toujours fait comme ça, pourquoi voulez-vous que je change? Ça a marché. Je change Moi, j'ai toujours mis des drains, ça permet d'être tranquille, ça permet d'évacuer l'hématome, etc. J'ai toujours mis des sondes gastriques et tout. J'ai laissé les malades à jeun le temps que l'anastomose se fasse et qu'elle cicatrise, etc. Vous me racontez n'importe quoi, mais d'où est-ce que vous inventez ça? Ça, c'est la résistance au changement. Les croyances, l'absence de connaissances, vous me racontez, j'ai jamais lu ça, etc. Donc, ce sont les résistances au niveau de l'équipe. Il y a un autre élément qui est important au niveau des freins, que personnellement j'ai découvert au fil du temps, c'est le turnover des équipes. C'est l'arrivée de nouveaux membres. C'est l'arrivée des intérimaires qui ne sont pas au courant du protocole. Et donc ça, c'est très important, il faut le gérer. Dès que vous avez un nouveau membre qui arrive, il faut consacrer, je ne sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes, pour lui expliquer le concept, lui dire il y a des protocoles qui sont sur notre site internet, qui sont au format papier, dans un classeur, peu importe.
mais ce turnover du personnel est un frein à l'application de ce programme de RAC. Et enfin, les ressources, c'est le temps qu'on consacre à la rédaction du protocole. Le groupe Grace, son site c'est Grace-Asso, ce n'est pas Grace seulement, parce que Grace, c'est la princesse, vous donne ces protocoles-là, vous pouvez les avoir sans problème, c'est se documenter, etc. Bien sûr, il y a du temps à consacrer aux réunions, à la consultation infirmière, etc. Et ça peut être un frein dans ce monde qui va très vite. Donc l'important pour nous, c'est d'essayer de trouver des moyens d'éviter ces freins-là. L'autre aspect, et je vous demande de vous arrêter sur cette diapositive comme celle du malade qui est couché, cette diapositive-là est essentielle. Il ne faut pas essayer de faire la révolution tout de suite. Si vous avez des collègues qui refusent de participer au protocole, ce n'est pas grave. Le collègue verra au fil de quelques mois que vos malades ne se compliquent pas plus que les siens. Si vous avez des résistances au niveau du drainage ou au niveau de... peu importe. Si vous avez des infirmières qui ne veulent pas lever le malade à J0 parce que c'est trop compliqué, c'est pas grave, levez-le à J1, etc. N'essayez pas d'avoir du 100% rapidement. Il faut y aller doucement et c'est avec cette approche-là qu'on arrive à impliquer tout le monde sans obtenir de résistance. Un exemple, vous avez sur une année un agenda, vous réunissez toute l'équipe au premier mois, les protocoles sont déjà rédigés, vous les présentez à l'équipe, voilà ce qu'on va faire, vous implémentez, vous mettez en place pendant 2 mois, à M4, vous réunissez l'équipe, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, etc. Où est le problème, nous n'avons pas d'aide-soignante, etc. Bon, on essaie de résoudre ces problèmes-là. Et ensuite, on implémente pendant plus longtemps. Et avant la fin de l'année, on fait une dernière réunion. Généralement, au bout de la première année, on n'a plus besoin de faire 3 réunions par an. Une seule peut suffire. 2 au maximum, si on voit avec l'audit qu'il y a un fléchissement de la mise en place du protocole. Donc l'autre groupe, c'est un groupe francophone qui a été créé il y a quelques années, en 2014. Et notre but, c'est de diffuser la bonne parole. On le fait bénévolement et on le fait à 2 niveaux, au niveau du site Internet, au niveau des protocoles et au niveau des centres d'excellence ou centres labellisés Grace que nous avons mis un peu partout. Ça constitue un maillage du territoire parce que nous ne sommes pas nombreux, nous ne pouvons pas être partout. Donc nous avons labellisé des centres dont le rôle est de diffuser cette bonne parole au niveau régional ou au niveau local. Mais le deuxième aspect qui est très important, c'est cet audit-là. Donc cet audit, il est donné gratuitement. On ne demande pas de rémunération ni d'achat, on n'a pas de licence, ni rien du tout. Il a été développé et il y a une gestion des dossiers grâce à la Sécu. Et donc cet audit nous permet de vérifier ce que nous faisons. Au bout de 10 malades, vous pouvez voir ce que vous faites et avec un seul clic, vous avez les barres vertes, c'est ce que vous faites, et les lignes noires, c'est ce qui est fait dans l'ensemble du territoire. Et vous pouvez vous comparer, vous voyez, des barres vertes qui ne sont pas à 100%, qui sont à 50%, d'autres qui sont très basses, à 10%. Donc on n'applique pas vraiment cet item-là, etc. Et vous pouvez vous comparer, vous êtes mieux ou moins bien que l'ensemble. Et tout ça est fait de manière anonyme. Et donc ça vous permet, vous, au niveau de vos réunions, d'inviter l'ensemble de l'équipe et leur dire voilà ce qui va et ce qui ne va pas, est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc ça, c'est très important et je vous le répète, c'est gratuit. Alors l'autre aspect de l'audit, j'ai fini. L'autre aspect de l'audit, c'est de vous montrer la relation directe entre implémentation, degré d'implémentation, le nombre d'items implémentés et la durée de séjour et les complications. Et vous voyez très nettement que plus on implémente, plus la durée de séjour diminue et plus les complications diminuent, comme vous l'a dit Laurent Delaunay. Et ça vous permet de convaincre. Et c'est la différence entre convaincre et persuader. Les gens convaincus adhèrent rapidement. Et je vous remercie de votre attention. Bien, merci d'ailleurs aux 2 premiers orateurs d'avoir vraiment tenu le temps. On a effectivement la possibilité pour 1 ou 2 questions. Oui, juste, Karim, je sais que tu t'investis énormément là-dedans. D'après toi, en gros, combien toi, personnellement, tu as été, disons, mettre en œuvre, en tout cas installer ce type de démarche? J'ai commencé en 2007 à Clermont. J'ai fait faire une thèse en interne et il m'a fallu 3-4 ans, facilement. Et 3-4 ans, parce que je pense qu'ici, ça ira plus vite. Maintenant, ça ira plus vite. Comptez 1 année ou 2 pour que tout le monde s'approprie ce programme et l'applique de manière courante. De
Deuxième petite question. On sait qu'il y a des freins, tu les as cités. Moi, le principal que je vois, c'est la suroccupation, c'est effectivement la difficulté qu'on a à dégager du temps. Qu'est-ce que tu peux donner comme solution pour ça? Je donne un exemple. C'est une étude suisse qui a évalué le travail infirmier et qui a vu que, au fil de l'implémentation du protocole, le travail infirmier diminue. C'est très simple à comprendre. C'est qu'un malade qui a J1 n'a plus de perfusion, qui n'a pas de drain, qui n'a pas de cathéter, qui mange tout seul parce qu'il a été briefé et qui se promène dans le couloir, demande moins de soins. À tel point que des infirmières se sont posé des questions sur leur formation. Elles n'ont plus rien à faire. Il n'y a plus de pansement à gérer, il n'y a plus de drain à déboucher, il n'y a plus de sonde à bouger, etc. Et en fait, ça change complètement le travail infirmier. Et l'infirmière est plus proche du malade, elle discute volontiers avec le malade, elle a un autre métier avec le malade que le métier technique à proprement parler. Donc la quantité de travail diminue avec l'expérience, avec le temps. Eh bien, merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à laisser la parole à M. Verrier, qui représente le groupe Capio, qui est un groupe, je crois, d'origine suédoise et qui est vraiment à la pointe de la démarche de réhabilitation précoce et qui, je crois, est un grand exemple. J'ai beaucoup vu ces diapos sur Internet et je suis très content de le voir dans la vraie vie maintenant. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Peut-être d'abord un mot de remerciement à l'équipe qui nous permet aujourd'hui de présenter le travail que l'on conduit au sein du groupe depuis 2011. Et là, je suis ici pour représenter à la fois les infirmières, l'équipe soignante d'une façon générale, les praticiens et les directeurs d'établissements qui nous accompagnent évidemment dans l'ensemble de ces processus. Alors d'abord, un premier point qui est important pour nous, en tout cas, nous pensons, et nous sommes d'ailleurs convaincus, que la performance des soins hospitaliers repose avant tout sur une stratégie médicale. Et mesdames et messieurs, je vous invite à prendre cet argumentaire en main, car aujourd'hui, le pouvoir est revenu vers les praticiens, les infirmières, mais également associé avec vos directions pour pouvoir améliorer l'efficience de nos soins. Et c'est important, la collectivité nationale attend ça de nous. Alors, notre entreprise, effectivement, est développée sur deux systèmes de santé différents, et c'est un petit peu ce qui a été à l'origine de notre réflexion. Le système en Europe du Nord est un système comme en Angleterre type beveridgien, c'est-à-dire qu'il est essentiellement basé sur un système public avec liste d'attente, alors que le système, je dirais en Europe centrale, sur l'Allemagne et sur la France, est un système plutôt basé sur un système compétitif avec un système privé également, enfin, disons des éléments privés, des systèmes et des éléments publics, le tout financé par un système public. Alors, première évidence, il y en aura 5. Très clairement, nous sommes face à un accroissement des dépenses de santé devenu très significativement supérieur au PIB et aux revenus par habitant. Et ça depuis environ les années 2000, avec une majoration bien évidente par la crise de 2008 que nous vivons avec un petit peu de retard, mais de plein fouet dans nos systèmes de soins. Deuxième évidence, il faut bien se rendre compte qu'on est pas tout à fait stable dans nos productions de soins, puisque nous avons une variabilité très significative. Cette diapo qui est directement tirée d'un exposé de Michael Porter qui a fait au niveau de l'OCDE très récemment, nous démontre ces éléments-là. Ce sont des données qui sont vraiment factuelles. Vous voyez, lorsqu'on a un taux de complications sur des cataractes, même si c'est très faible, 36 fois supérieur dans un établissement par rapport à un autre, c'est que nous avons quand même un petit problème. Troisième évidence, nous sommes vraisemblablement en surcapacité, vraisemblablement également en relation avec l'organisation des soins. Et lorsqu'on compare la Suède et la France, toutes choses étant bien sûr égales par ailleurs, pour une production, disons pour une espérance de vie qui est à peu près similaire, nous avons besoin d'avoir une plateforme de production qui nécessite 2 fois plus d'équipements qu'en Suède. Alors qu'en termes de sortie hospitalière, nous avons une production qui est quasiment similaire, et même réflexion au niveau de l'ambulatoire. Donc très clairement, il faut travailler sur l'organisation des soins et non pas sur la réduction de DMS, bien évidemment. Ce n'est pas l'objectif, la réduction de DMS. L'objectif, c'est d'avoir un parcours de soins qui soit adapté à la nécessité du patient et cohérent sur le plan économique à ce que nous devons faire. Quatrième évidence, très clairement, nous étions sur un système mixte, à la fois ambulatoire et un système d'hospitalisation complète dans les années 2013, vous voyez, 50-50. Eh bien, nous avons passé la barre des 60% depuis à peu près un an, et vraisemblablement, nous arrivons
Nous arriverons en 2021 à un taux d'ambulatoire proche de 72%. Il faut donc très clairement que nous organisions avec cette évidence. Nous avons une production majeure en ambulatoire. Cela veut dire que nous devons nous organiser sur un modèle, c'est pas que tout le monde est en ambulatoire, mais évidemment, mais sur un modèle de type ambulatoire. Enfin, dernière évidence, nous avons un changement de paradigme dans le soin qui a été initié en chirurgie cardiaque, notamment en spécialité, lorsque nous avons travaillé sur les extubations précoces post-opératoires. Vous voyez que c'est au milieu des années 90. Même travaux menés par Henri Kellett qui a motivé la constitution du groupe ERAS avec les recommandations qui sont parfaitement connues par les chirurgiens digestifs. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été transféré après dans les systèmes de soins avec un développement national en chirurgie colorectale aux Pays-Bas, en Australie, Nouvelle-Zélande. Et puis en Grande-Bretagne, à partir des années 2009, étendu cette fois-ci à toutes les spécialités. Dans le même temps, nous avons des sociétés qui se sont créées, l'Institut Cowley en Angleterre, mais également au Canada, tout cela autour du groupe ERAS. Et puis des fournisseurs des dispositifs médicaux implantables se sont bien sûr équipés pour vendre en même temps un process et leur équipement. Heureusement, on a eu notre ami Karim Slim qui est venu mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Il nous a apporté enfin un groupe francophone avec une base de données gratuite disponible. Ce sont des éléments qui sont essentiels et qui a certainement concouru de façon très importante au virage qui a été pris en France sur ce sujet. Alors pour nous, initialement nous avions intitulé notre programme Récupération rapide après chirurgie. Le mot rapide, ça choque visiblement beaucoup de monde. Pour nous, absolument pas. Donc on va garder cette dénomination pour l'appeler le programme qui a été mis en place dans l'entreprise. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce programme, il a pour nous une double approche. Une approche scientifique, mais également une culture d'entreprise de santé. Il va être basé sur des éléments qu'on connaît tous, la médecine factuelle bien sûr, mais pas seulement. L'expérience dans la vraie vie est fondamentale. La préparation, l'éducation du patient, la réduction du stress chirurgical. L'objectif, c'est pas un objectif de DMS, c'est que le patient, dans la mesure du possible, soit autonome ambulatoire le jour de la chirurgie. C'est bien sûr pas tout le temps possible, mais c'est un objectif que nous recherchons. Et il est parfaitement essentiel de suivre des indicateurs, pas seulement des indicateurs de processus, comme nous en fournit à l'appel l'HAS, mais également des indicateurs de résultats. Et ça, c'est à chacun de se fournir avec un minimum de 7 sur ces indicateurs. Alors, 3 règles du jeu, très simples, on a vu, pluridisciplinarité. L'approche multimodale, c'est des problèmes complexes, donc il n'y a pas qu'une seule réponse à une solution, à une problématique complexe. Je pense que celui du milieu est parfaitement important, il a été signé par tous les auteurs. Le changement, il ne va pas reposer que sur l'élément clinique, mais également sur l'élément organisationnel. Ça veut dire que quand vous avez dit ça, vous devez avoir tout le monde autour de la table, sinon ça ne peut pas, bien sûr, fonctionner. Alors notre objectif, vous l'avez compris, c'est transformer le modèle de soins avec une approche pluridisciplinaire. Et avant toute chose, c'est de donner le sens à ce que l'on fait. C'est un processus qui est médical, médico-chirurgical, où tous les acteurs de santé sont autour de la table. Et il faut donner une vision de long terme. Où veut-on aller? Pourquoi le faisons-nous? Donner du sens à tout cela. Cibler en priorité les activités avec des référentiels connus et surtout des gros volumes. Sinon, vous n'aurez pas de résultats rapides. Et il faut marquer des points assez rapidement, sinon on finit par décourager tout le monde. Visiter les centres de référence, c'est un élément qui est clé, parce que ça permet de convaincre les individus que cela peut marcher. Travailler, je dirais, simple, le KISS Principle, très connu de nos ingénieurs, garder les choses simples, bêtement simples, plutôt que le lean. Il faut rester simple dans ce que l'on fait. Et vous verrez qu'on fait des tas de tâches qui ne sont pas forcément utiles ni pour les patients, ni forcément pour les soignants. L'éducation des patients et de leur entourage est fondamentale. Je ferai un petit point particulier sur l'éducation préopératoire par l'infirmière, une école des patients. Ne pas oublier de former l'ensemble des équipes soignantes, y compris les secrétariats médicaux. On n'en parle pas trop, elles sont fondamentales dans l'organisation. L'analgésie multimodale, j'y reviens pas, nous avons des anesthésistes en salle. Et enfin et surtout, préparer la sortie, c'est-à-dire l'anticiper, mais également la sécuriser avec des outils divers, notamment des applications web qui sont aujourd'hui disponibles. Ça ne nous désengage pas pour autant d'appeler un certain nombre de patients. C'est toujours utile d'avoir une voix humaine derrière un téléphone. Alors, deuxième chapitre, quelle méthode nous avons utilisée? Donc, nous avons choisi d'avoir des référents RAC qui sont des coordonnateurs des programmes RAC, parce que tous les praticiens n'ont pas forcément envie d'y aller. En revanche, ils sont en proximité avec des infirmières. Nous avons des infirmières qui ont déjà pas mal de connaissances sur ces sujets-là maintenant, et qui permettent d'appuyer, de coordonner l'ensemble des travaux de récupération rapide après chirurgien autour de praticiens leaders, mais pas seulement. Nous appuyons également sur des cahiers des charges cliniques et organisationnels, donc les éléments cliniques nécessaires bien sûr qui ont été rappelés par Karim tout à l'heure, et des éléments organisationnels, des unités pilotes,
des audits et labellisations, que ce soit par l'intermédiaire du groupe Grasse ou par l'intermédiaire d'une labellisation que nous avons montée en interne avec René Amalberti pour avoir un regard extérieur, et enfin des indicateurs de processus et de résultats. Je vous brosse ça rapidement. Donc les référents RAC, ils ont pour rôle d'animer ces équipes pluridisciplinaires autour de nos praticiens leaders. Ils vont s'occuper des protocoles, parcours de soins, formation des soignants. Ils vont également participer à la mise en place de nouvelles organisations avec les restaurants d'unités de soins. Ils vont également participer aux audits, ou en tout cas les organiser, et avoir la lecture des indicateurs de résultats et de processus. Alors comment on fonctionne? Nous avons un tableau de bord avec des conférences qui sont organisées téléphoniques. Sur ce tableau de bord, vous avez des cahiers des charges, des indicateurs de processus et de résultats, des actions transversales et des rapports qui sont publiés de façon trimestrielle sur l'état d'avancement en termes de résultats de processus. Au sein de la direction médicale, nous avons une unité RAC qui permet de rentrer en contact régulièrement avec le référent RAC de l'établissement, qui est lui-même en contact avec les praticiens, et pour l'aspect opérationnel, qui va gérer la mise en place de ces process avec les responsables d'unité de soins, et bien sûr le directeur de l'établissement, qui est le sponsor de tout cela. Ne pas oublier le référent qualité, qui est bien sûr tout à fait pertinent dans cette affaire. Et enfin, reconnaître le travail qui est fait par les équipes, c'est fondamental. Tout cela demande beaucoup d'énergie et il faut avoir un niveau de reconnaissance élevé parce que les équipes le méritent bien évidemment, mais c'est surtout le patient qui va apporter ce retour d'expérience positive. Alors, le cahier des charges, il regroupe des éléments, je ne vais pas tous vous les reprendre, mais c'est relativement classique. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un prérequis. Ce prérequis, il faut pouvoir le maîtriser. C'est-à-dire que si vous avez dans une équipe 10 personnes et que sur les 10, eh bien, il n'y en a que 4 qui sont aujourd'hui en capacité de vous aider, eh bien, il faut le noter, il faut le mesurer parce que ça peut être un frein qui est important et il faut pouvoir le traiter. Nous avons également, donc, voilà un exemple de résultat de processus. Vous voyez que sur une espèce de tableau de bord, il y a beaucoup de chiffres, etc. Mais on va mesurer grosso modo ce qui se passe sur nos durées de soins, ce qui se passe au-dessus de la borne basse, entre autres. Surtout, nous avons des éléments de résultats patients qui font suite à nos appels téléphoniques, mais pas seulement. Grâce aussi à des outils web, on peut récupérer ces informations-là. Ce qui est important, c'est de les récupérer de façon standardisée, de façon à pouvoir les interpréter et aider les équipes dans leur développement. Ici, vous avez notamment la douleur, pas seulement au repos, mais à la mobilisation et la nuit. C'est des éléments qui sont importants pour les patients et c'est ce qu'il faut mesurer. Alors bien sûr, nous aidons d'outils, là je vous ai donné un exemple, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Ces outils web nous permettent de consolider l'ensemble du parcours. Je vous rappelle que les patients passent de moins en moins de temps chez nous, ça veut dire qu'il faut maîtriser ce qui se passe avant et après, et ces outils-là, bien sûr, participent à ce suivi. Nous avons évidemment des protocoles clés en main. Lorsqu'on avait rédigé ces éléments-là, on n'avait pas encore le groupe Brasse. Maintenant, bien sûr, on s'empare de ce qui est disponible grâce au groupe. Des unités pilotes qui servent au transfert de connaissances. Au départ, on est allé en Suède, aller s'enrichir, parce que la première fois que notre directeur médical, groupe France, est un chirurgien cardiaque du reste, nous a présenté les quelques diapositives sur des patients qui étaient autonomes et ambulatoires dans les 24 heures qui suivaient leur intervention en chirurgie lourde, notamment en orthopédie. La première réflexion de la salle a été un silence et puis ensuite un éclat de rire parce que c'était tellement violent pour nous de voir ça alors qu'on avait nos patients qui étaient quasiment en 7 jours hospitalisés. On s'est dit il y a quand même quelque chose de bizarre, il y a un truc dans la photo, c'est n'importe quoi. Donc on n'y croyait même pas nous-mêmes. Et en espace de 5 ans, vous allez voir les résultats qu'on a obtenus. Donc audit, c'est fondamental. Karim est revenu dessus, je ne vais pas m'étendre. Identifier les levées et les freins, je vais peut-être reprendre un petit peu les éléments. On a noté les patients. Pour les patients, fondamentalement, aujourd'hui, c'est dans l'ignorance de leur parcours de soins. C'est dire que l'éducation préopératoire est fondamentale. Je suis désolé, mais il faut un peu accélérer. Je suis un petit peu en retard, je suis désolé. Donc les chirurgiens, les anesthésistes, les équipes soignantes. Pour les équipes soignantes, le problème principal est qu'elle pense qu'il va y avoir une surcharge de soins, c'est exactement le contraire, mais je pense qu'il y a une proposition qui a été faite par Karim dans ce sens-là. Et enfin, les directeurs d'établissement qui doivent être les promoteurs de la RAC, enfin, que le groupe RAC. Donc, les quelques résultats que je peux vous présenter, grosso modo, vous avez une diminution d'à peu près de 40 à 50% de l'ensemble des indicateurs. Ici, on suit les taux d'admission à J0. On souhaite que 80% de nos patients arrivent à J0. Vous voyez qu'on est aujourd'hui à quasiment 60% pour ce qui concerne l'hospitalisation complète. Pour ce qui concerne la réduction des durées moyennes de séjour en arthroplastie, vous voyez qu'au niveau national, sur la courbe du haut, on est à peu près à 6 jours, au niveau du groupe à 4 jours. Et pour les meilleures équipes, on est quasiment avec des taux d'ampulatoire qui sont proches de 70% sur des prothèses totales de genoux. Les prochaines étapes pour nous, ça va être d'abord d'améliorer le recueil des indicateurs de résultats, que ce soit taux de hospitalisation, de complications, le suivi des résultats patients et des expériences de ceux-ci.
Et enfin, l'objectif final, et ce sera ma dernière diapo, c'est de transformer l'ensemble du modèle hospitalier avec des consultations pré-op, idéo-anesthésie, préadmission administrative. L'accueil va se faire soit en unité d'accueil, soit en unité de chirurgie ambulatoire pour un flux court, avec une arrivée directe au bloc opératoire, le passage en SSPI, la sortie en unité court, en unité de chirurgie ambulatoire en flux court, associée ou non à une SSPI, et puis la ventilation dans les autres unités de l'établissement. Je vous remercie. J'aurais une question sur le post-opératoire. Vous avez montré une diapo sur, je ne sais plus comment vous l'appelez, la I, quelque chose. Vous faites comment le suivi post-opératoire? Alors, aujourd'hui, nous avons deux choses. Tout d'abord, un patient qui aujourd'hui sort de l'établissement, c'est qu'il a obtenu, je ne l'ai pas montré, mais dans l'ensemble de la checklist que nous suivons, ils ont une checklist d'autonomie qui est réalisée à la sortie de l'établissement. Et donc, si le patient quitte l'établissement, c'est parce qu'il a obtenu les critères cliniques de sortie. Donc, on ne le sort pas avant, en fait, il les a obtenus. Donc, ça ne change rien par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Ma question, elle est pour le après. Oui, mais quel est le lien que vous C'est important. C'est-à-dire que le fait que le patient quitte aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais vous renvoyer la question, comment vous suivez vos patients habituellement qui ne sont pas des patients RAC? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Parce que nous, on n'a rien changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on améliore notre niveau de connaissance, si vous voulez. Ce que l'on cherche à faire, en fait, c'est de recueillir de la donnée. Parce qu'avec de la donnée, on va pouvoir construire des profils patients qui vont pouvoir nous permettre d'améliorer notre prise en charge. Un patient qui va sortir en ambulatoire sur une chirurgie de genou, le chirurgien le revoit exactement comme il faisait avant. Il n'a rien changé. Donc les outils qu'on met en charge aujourd'hui, ils sont dans certains cas, je prends pour la chirurgie du côlon par exemple, ils ont pour objectif peut-être de rassurer aussi les soignants, le chirurgien, l'anesthésiste, d'une part, le patient également, parce que ce n'est pas encore entré dans les mœurs, mais in fine, ça ne change pas grand-chose à notre prise en charge. Encore une fois, les patients ont obtenu leurs critères cliniques de sortie. Est-ce qu'il y a des malades pour des raisons sociales qui ne peuvent pas adhérer à ce type de programme? Ça fait partie des freins, effectivement. Il peut y avoir des raisons sociales. On a plusieurs solutions. D'abord, il y a des solutions d'accompagnement qui ont été démontrées tout à l'heure. Si on regarde un peu les expériences qui sont faites, notamment en Suède, où il peut y avoir des niveaux d'éloignement relativement importants, on est relativement bien équipé aujourd'hui pour suivre des patients lorsqu'il y a un problème social qui se présente. Puis, in fine, si vous n'avez pas de solution, on va trouver un suivi de réadaptation, parce qu'effectivement, ça paraît peut-être une bonne indication dans ce cas-là. Mais quand on regarde bien, il y a beaucoup de monde autour de nos patients. Il y a vraiment plein de solutions. J'ai juste une petite question avant de présenter l'orateur suivant. Vous avez manifestement énormément professionnalisé cette approche, en plus à l'échelle d'un groupe, donc vous avez mis des moyens sûrement qui ont été, disons, mis en commun et mutualisés pour les différents établissements. Mais avez-vous une idée de combien de personnes se sont investies, bon, je ne parle pas des soignants, etc., mais pour l'ensemble de l'établissement de ces indicateurs, le choix des outils, leur suivi, leur mise en œuvre et éventuellement leur utilisation? Donc, combien ça fait de personnes à peu près dans votre groupe? Vous avez d'abord un exemple parmi nous dans la salle, avec une de nos collaboratrices qui est ici, qui pourra en parler de vive voix tout à l'heure. On a un référent RAC dans chaque établissement. Ensuite, au début, on est parti avec un demi-équivalent temps plein, avec quelqu'un qui avait déjà une fonction dans l'établissement, qui était soit surchargé. Ce qui est important, c'est de choisir les bonnes personnes au départ. Ça, c'est vraiment effectivement essentiel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la bonne personne, ça va être un petit peu compliqué. Il faut un peu le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire des professionnels déjà aguerris, qui ont beaucoup d'expérience dans le soin, à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit au bloc opératoire, dans une unité de soins, etc. Quelqu'un qui a la confiance des praticiens, c'est vraiment essentiel. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est vous avez beaucoup de résistances qui sont aujourd'hui effondrées par la présence de quelqu'un qui est très rassurant, qui a beaucoup de connaissances sur le sujet, parce qu'on les partage bien sûr en groupe, donc le niveau de connaissance est très important, et nos référents RAC, je peux vous le garantir, ont une connaissance très approfondie du sujet. Et donc ce sont des gens qui sont très rassurants et qui permettent également aux praticiens de parfois passer le cap. Donc on inverse un petit peu les rôles, pas classique. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Bien, on va accueillir l'orateur suivant, qui est le professeur.